Nous devons à ce propos rappeler que Dante, dans les chants 24 à 26 du Paradis, subit une sorte d'examen pour obtenir, je dirais, la maîtrise en théologie. Cet examen porte sur les trois vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité. Dante est examiné par trois apôtres, Paul, Jacques et Jean. Cet examen joue, à mon avis, un rôle capital dans l'évolution du personnage Dante dans la comédie. Au chant 24, Dante doit répondre à l'apôtre Pierre et lui rendre compte sur la nature de la foi. Ce premier examen se termine par une profession de foi de Dante. L'apôtre Jacques l'interroge ensuite, au chant 25, sur l'espérance. À la fin de ce chant apparaît déjà Saint Jean et Dante est aveuglé. Le 26e chant décrit l'épreuve dont le sujet sera l'amour. Le déroulement de cette troisième épreuve qui se lit dans la première partie du chant 26. L'apôtre Jean demande à Dante vers quoi, ultimement, son âme aspire. Et Dante répond, dans un premier moment, d'une manière brève et un peu obscure, que son âme est attirée vers le bien qui est alpha et oméga, à savoir le principe et la fin de tout amour. Après cette réponse, Jean réclame une explication plus détaillée et plus développée. Et c'est cette réponse qu'il convient d'étudier avec beaucoup d'attention. Ce sont les vers 25 à 45 ou 48, votre texte 27. Avant d'en clarifier le contenu doctrinal, il faut encore une fois insister sur le fait que l'examen se transforme en une sorte de détermination magistrale dans laquelle Dante parle en son propre nom et livre à son interlocuteur, mais bien évidemment aussi à son lecteur, une des clés doctrinales de toute la comédie. Dante prend la parole et il explique ici, je dirais, le fondement de son projet théologico-philosophique. La réponse à la question de Jean, comment on peut expliquer que l'âme de Dante aspire au bien absolu, comporte deux moments, comme cela est déjà annoncé au début du passage, per philosophici argomenti et per autorita, vers verset 25. En effet, le bref discours comporte dans un premier temps, vers 28 à 36, une argumentation rationnelle dont Dante n'hésite pas à dire lui-même qu'il s'agit d'une preuve, prova, vers 36. Dans un second temps, trois autorités viennent confirmer le résultat du raisonnement qui précède, vers 37 à 45. Le même verbe, sterne, sternel, sternilmi, révélé, proposé, est utilisé pour qualifier le rôle des trois autorités invoquées. Saint Jean, dans sa réplique brève, souligne également la double démarche. Vers 46 à 47, l'intellect humain et l'autorité concordent pour affirmer la même doctrine. Nous avons rappelé au début de notre intervention que Dante, suivant la meilleure tradition scolastique, rappelle cette double voie pour découvrir la vérité en disant que la vérité d'une question peut se manifester par la lumière de la raison humaine et par le rayon de l'autorité divine. On a pu dire que l'accord de l'autorité et de la raison fut un des problèmes majeurs de la scolastique. Quoi qu'il en soit, Dante prétend ici que l'accord de la raison et de la foi caractérise l'enseignement qu'il livre à son lecteur dans ce passage, dans cette réponse à Saint Jean. Il est indéniable qu'une telle précision assigne à ces paroles un poids tout à fait exceptionnel,
Mais en même temps, il s'agit d'une prétention étonnante lorsque Dante s'attribue ici le rôle de manifester l'accord de la révélation et de la raison. Je lis les vers 28 à 36. Car le bien, en tant que bien, dès qu'on entend, allume ainsi l'amour, et d'autant plus qu'il comprend soi plus de bonté. Donc vers l'essence, où est tant d'abondance que tout bien qui se trouve hors d'elle n'est que lumière de son rayon, il faut que se dirige plutôt que vers une autre en aimant l'esprit de celui qui discerne le vrai sur quoi cette preuve se fonde. Nous pouvons reconstituer l'argumentation de Dante en disant qu'elle comporte un présupposé et un raisonnement en trois temps. Le bien allume l'amour, tel est le présupposé, que nous pouvons transformer dans un langage un peu plus technique et dire avec Thomas « Amoris autem objectum est bonum », le bien est l'objet de l'amour. Par sa définition et par sa nature, l'amour est attiré par un bien. Le langage scolastique dirait que le bien est cause de l'amour par manière d'objet, per modum objecti. Ce présupposé admis, Dante argumente en trois moments. Primo, un plus grand bien cause un plus grand amour, ce qui est suggéré lorsque Dante dit que l'amour est d'autant plus grand lorsqu'il comprend plus de bonté, vers 29 à 30. Secundo, Dieu est le plus grand bien, tel est le contenu du second tercet. Dante s'exprime en disant que l'essence, qui désigne ici Dieu, est le bien dont tout autre bien est dérivé. Dante fait ici, pour le moins de manière indirecte, allusion au bonum omnis boni d'Augustin, ce bien de tous les biens, et il peut conclure tertio, Dieu cause le plus grand amour. Notre auteur formule la thèse à partir de la perspective de ceux qui aiment et dit « Il faut que l'esprit se dirige plus vers ce bien absolu que vers n'importe quel autre terme ou but. » Dans sa réplique, Saint Jean résume la quintessence de cette doctrine « De tes amours, le plus haut regarde Dieu ». Il n'est nullement exagéré de dire que toute cette argumentation est l'expression d'un syllogisme. Le plus grand bien cause le plus grand amour. Dieu est le plus grand bien, Dieu cause le plus grand amour. L'autorité d'Aristote, de Moïse et de Saint Jean vient confirmer ce qui a été découvert par la raison. C'est en effet ce que confirment les trois tercets suivants. C'est bien Aristote qui est désigné par cette périphrase « Colui che mi dimostra », celui qui me démontre le premier amour de toutes les substances sempiternelles. En effet, Dante fait ici allusion au livre 12 de la métaphysique, où Aristote démontre que Dieu, le moteur immobile, me le montre, et en premier lieu les substances séparées, c'est-à-dire les intelligences, qui meuvent les sphères célestes, que le moteur immobile meut l'univers comme aimé. Il est incontestable que Dante se réfère ici à l'idée aristotélicienne du moteur immobile qui meut comme objet d'amour l'univers. Dans la version latine dont dispose Dante, il est dit explicitement « movet autem ut amatum ». Cette doctrine aristotélicienne, Moïse, dont on cite un passage de l'Exode 33, 19, et le prologue de Jean, auquel il est fait allusion, toi aussi tu me le révèles, confirme cette doctrine, de telle sorte que le philosophème démontré dans la première partie du discours de Dante est certifié par une autorité païenne, par l'Ancien et le Nouveau Testament. La gracieuse lumière de la raison
ne fait pas seulement voir que l'amour meut le ciel et toute la réalité, mais encore sa lumière et celle de la foi se rejoignent. Faut-il dès lors s'étonner que Dante nous invite constamment aguzza qui lettor ben gli occhi al vero, nous invite d'aiguiser les yeux pour appréhender le vrai rendu visible par la gracieuse lumière de la raison. Je vous remercie. Merci mon cher Rudy, merci premier conférencier de notre société pour cette démonstration qui pourrait paraître écrasante si elle n'était pas constamment traversée par un amour de Dante qui lui donne toute la légèreté nécessaire. Il est vrai qu'il nous incombe maintenant de répondre, parce qu'il doit y avoir, comme dans cette université scolastique dont vous rappeliez les lois logiques, il y a aussi des lois de communauté scientifique qui supposent le dialogue et la réponse. Alors, avant de donner la lourde tâche à Pasquale et de prendre le relais de cette discussion, je voudrais à tout le moins faire remarquer avec quelle finesse vous avez entendu la grâce, cette approche gracieuse de la raison. J'y retiendrai à tout le moins, pour faire naître le débat, le moment tellement fort où cette grâce apparaît comme une grâce politique, puisque elle s'ouvre, au fond, elle ouvre l'âme à la communauté humaine dans sa dimension de multitude. Et bien sûr, c'est une politique qui a une finalité intellectuelle, puisque la multitude a pour vocation à actualiser l'intellect de l'homme. Mais il reste que vous avez su dévoiler la part de naturalisme qui incombe au monde politique. D'autre part, par la démonstration admirable de votre dernier élan, cette grâce arrive aux limites de sa dimension naturelle et de sa dimension politique, puisque intervient un mot plus fort que kiwis, qui est amor. Et dans cette construction ultime, vous proposez une réconciliation de la raison et de la foi dans une construction hautement unifiée de l'amour. Je remarquerai d'ailleurs que Jacqueline Risset, très faiblement, avait traduit « ton amour » pour le dernier vers, alors que c'est « i tuoi amori », qui, pour toute personne qui cherche comment Dante a pu aimer à la fois Donna Gentile, Violetta, la Gentuca et Béatrice et tant d'autres, ici, le texte est d'une vérité à la fois ontologique parfaitement dévoilée, mais d'une vérité existentielle tout aussi exceptionnelle. Le débat, donc, à mon avis, peut porter sur cette double dimension de l'amour à la fois politique, pas de l'amour, de la grâce, tout d'abord politique et ensuite amoureuse. Comment, au fond, un amour peut-il, et une raison peut-elle s'ouvrir à ces deux moments de l'âme humaine? Ça serait ma première question. Et deuxièmement, en quoi ça contribue, vous avez ouvert comme une dimension historique remarquable en montrant que Dante était une troisième possibilité philosophique entre Thomas et Sigé, en somme. Est-ce que c'est revenir à Augustin que de chercher dans une théorie du désir à unifier Thomas et Sigé? Est-ce que c'est la clé de la coprésence de Thomas et de Sigé dans le paradis? Ou est-ce que cette restructuration par l'amour appartient à un autre type d'attraction qu'un augustinisme qui viendrait assez curieusement couronner l'entreprise de Dante? Voilà les deux questions que je rencontre en vous écoutant.
n'est-ce pas, vous avez à juste titre fait remarquer que ma démonstration était peut-être un peu lourde. Je vous ai averti, n'est-ce pas, la luminosité méridionale de Dante ne va pas jusqu'au glacier d'où je viens, n'est-ce pas? Oui, mais toutes les pierres du monde pèsent sur nous, alors nous le savons. Bon, n'est-ce pas, je voudrais ici vous répondre d'une manière un peu personnelle, n'est-ce pas? Moi, comment je suis, moi, arrivé à Dante? Je suis arrivé à Dante, si vous voulez, après avoir été formé comme thomiste à l'université de Fribourg, au fond par la monarchie, n'est-ce pas? Parce que le premier grand travail que j'ai fait, c'était vraiment la traduction et le commentaire de la monarchie en allemand, et c'est ça la porte d'entrée. Et c'est seulement après que mon esprit s'est un peu ouvert, et nous avons donc, avec la collaboration de personnes que vous connaissez en partie, fait cette édition en 7 volumes des œuvres mineures. Alors, ce qui me frappe dans ce que vous dites, c'est le retour d'Augustin ou non. Je ne crois pas. Je crois en effet, et je reviens là de nouveau au fond à la monarchie, qui m'a en quelque sorte ouvert les yeux. Là aussi, il présuppose évidemment à la fois Thomas et Sigé, ou les aristotéliciens radicaux, mais il est à la fois plus modeste que les aristotéliciens radicaux, parce qu'il voit bien que le bonheur parfait tel qu'il est décrit par exemple dans le De Summo Bono de Boès de Dacy n'est pas possible, en tout cas pas pour le public pour lequel il écrit, et il a un sens tout à fait remarquable, à mon avis, de la finitude de l'esprit humain. Ce chapitre 9 du De Vulgari Eloquentiae, où il dit que les langues nécessairement doivent changer parce que nous, les mœurs, nous, on change, c'est tout à fait remarquable. Donc il a un sens de la finitude de l'intellect humain et de l'esprit humain, mais en même temps, il ne veut pas, et c'est ça qui est assez extraordinaire, il ne veut pas suivre la solution thomasienne, parce que Thomas dit, l'homme désire connaître, il désire connaître l'essence de ce qui est au plus haut point intelligible. Il est assez dans l'expérience pour se rendre compte que ici c'est pas possible. Alors ça doit être possible dans l'au-delà. Et Dante, dans ce 3e chapitre, trouve vraiment un chemin entre les deux qu'il n'a pas développé peut-être suffisamment, mais qui est tout à fait extraordinaire, en disant ce désir que nous avons, c'est seulement nous tous ensemble, nous pouvons le réaliser. Et donc, je ne dirais pas que... Alors, il y a évidemment une présence d'Augustin continuelle, mais autant dans la politique où il refuse ce que, à juste titre ou non, j'ai jamais trouvé tout à fait convaincant la réfutation de l'augustinisme politique par de Lubac. Il refuse l'augustinisme politique et veut une politique indépendante. Oui, le livre 2 de la Monarchia le dit suffisamment, bien sûr. Alors, sur cette conciliation entre, au fond, l'amour et la politique, et à l'intérieur d'une architectonique des amours, est-ce que quelqu'un veut intervenir, ou en tout cas poser des questions fondamentales? Monsieur. Oui, c'était juste un point que tu viens d'évoquer, et donc, montrer des présences d'argumentation de façon très subtile derrière beaucoup de textes, sans tout reconstituer. Donc il y a encore beaucoup de sous-entendus dans ton exposé, et notamment le texte 17 que tu as mentionné assez rapidement, sans analyser d'où vient. En fait, tu as montré on a les principes chez Thomas, dans Aristote, mais là, c'est un argument très fort, c'est-à-dire que on ne peut arriver à la connaissance que par la négation. Et tu ne nous as pas dit d'où vient cet argument, donc je veux savoir, est-ce qu'il y a un arrière-plan dionysien derrière cette
cette formule et est-ce que tu peux voir disons, bon, il y a évidemment toute la tradition de la théologie négative et, n'est-ce pas, même Thomas, d'une certaine façon, admettra cela, mais il ne tire pas la même conclusion, n'est-ce pas? Pour Dante, il tire la conclusion, alors, de fait, nous ne désirons pas connaître ce qui dépasse notre capacité, tandis que Thomas dit, nous désirons connaître ce que ici et maintenant nous pouvons que connaître par la via negativa, mais cela sera résolu. Il trouve une solution théologique au problème philosophique qu'il pose, tandis que Dante, en tout cas ici dans le Convivio, ne le fait pas. Mais Paolo peut-être pourra mieux exprimer comme ça. Donc, n'est-ce pas, ici, comme pour le 3e chapitre de la monarchie, on aurait évidemment souhaité que ces idées, qui, à mon avis, sont vraiment absolument originales et nouvelles, soient plus développées. Mais, alors, je me contredis maintenant, n'est-ce pas? C'est là qu'on voit, c'est pas un philosophe de profession, n'est-ce pas? Parce que, mais c'est parce qu'il n'est pas un philosophe de profession qu'il peut, par exemple, faire un usage si libre des principes. Oui, bien sûr. Toi, c'est pas un professeur, c'est pas un philosophe professeur. Oui, c'est ça. C'est un professeur, un philosophe. Non, mais je voulais, n'est-ce pas, il y a dans les œuvres dites mineures de Dante, n'est-ce pas, j'ai traduit à la fois le De Vulgari et la Monarchia, il y a des passages qui sont d'une beauté intellectuelle telle que parfois je suis un peu ému. J'étais en train de me demander, sur ce lien entre l'amour et la politique, si nous ne sommes pas éclairés par les vers que vous avez cités, le tercet avant le dernier tercet, quand il est dit « L'alto pleconio che grida l'arcano, di qui laggiù sovra onge altro bando ». Bando, c'est une communauté politique. Oui. Et il y a donc ici un secret qui dépasse toutes les communautés politiques humaines. Oui. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas sauver quand même votre dimension politique en disant qu'il existe pourtant un bando qui, politiquement, fonderait cette multitude, tout en n'étant pas du monde, et qui est la rose céleste, le Covento delle Bianche Stole, et qui serait l'assemblée des élus, qui continuerait jusque dans le paradis la dimension politique. Est-ce que vous accepteriez qu'on pousse la politique jusque dans la rose céleste pour sauver l'unité du dessein que vous esquissez? Oui. J'hésite un petit peu parce que, n'est-ce pas, si j'ai maintenant atteint l'âge où on peut faire une remarque autobiographique, n'est-ce pas, j'ai été 20 années professeur dans une faculté de théologie, n'est-ce pas? Et pour cette raison-là, j'ai développé une sorte d'anticléricalisme où Dante était pour moi comme une roue de secours. Un gibellinisme latent. Oui, tout à fait. Non, je veux dire par là, pour cette raison-là, pour moi, il est capital que, n'est-ce pas, la politique doit rester de l'ordre de la raison. Et, n'est-ce pas, c'est pour cela que la donation de Constantin est le second péché originel, parce que là, on a confondu cela, n'est-ce pas? Et de ce point de vue-là, un des projets majeurs de la monarchie est de montrer ça, n'est-ce pas? Alors, que... précisément, il y a une autre dimension que Dante n'énie pas, aussi de la communauté et de la communauté ecclésiale, ça c'est clair. Au fond, il n'y a pas de politique transcendante. Il peut y avoir une communion des saints, mais il n'y a pas de politique transcendante. Oui, et ça c'est deux choses très différentes, n'est-ce pas? C'est ça que je voulais vous entendre dire, parce que c'est deux choses très très différentes. Et c'est au moment où, et c'est la donation de Constantin qu'on a commencé
confondre ces deux choses-là que le malheur est arrivé et qu'il faudrait, si vous voulez, c'est pour ça que je pense, n'est-ce pas, Dante veut autant une réforme de la politique en tant que politique et une réforme de l'Église. Mais l'Église doit être telle que François d'Assise l'a conçue, c'est-à-dire les pieds nus et une robe simple, n'est-ce pas? Bien sûr. Pasquale. J'ai compris que... Alors, c'est commencé, on ne peut plus reculer. J'ai compris qu'il faut que vous voyez dans ces circonstances. C'est la moindre chose. Merci beaucoup. Comme je vais un peu jouer le rôle de l'avocat de Dieu, pas contre votre interprétation de Dante, mais contre Dante lui-même, c'est-à-dire contre l'hypothèse de cette troisième, trois petites remarques. Le premier, je crois que la première voie qu'ils ont montrée, c'est-à-dire la tentative du banquier, reste une tentative un peu contradictoire. Oui, oui. J'imagine que vous connaissez déjà. Mon opinion, c'est-à-dire l'inquiétude du banquier coïncide avec l'inquiétude de l'emploi physique de l'histoire. Oui. Nature a mis qu'il frustre, mais malheureusement, c'est impossible pour la plupart des hommes d'arriver à la philosophie. C'est de dire la philosophie. Oui, c'est ça, oui, d'accord. Vraiment, jusque-là, je suis... La nature est complètement contradictoire, c'est-à-dire elle est vite. Deuxièmement, c'est vraiment possible d'imaginer que nous n'avons pas un désir naturel de connaître ce qui est maximum intelligent. Je me fais toujours à la thèse du banquier. Alors, et là, je cite, j'imagine que Dante est plutôt proche d'une vraie tendance de la théologie à Paris au début du XIVe siècle. C'est-à-dire, Geoffroy de Fontaine, Jean Mascotte, c'est-à-dire que nous avons un désir surnaturel de connaître Dieu qui n'a aucune possibilité d'être confié avec le désir naturel. Oui. Et troisièmement, et donc c'est vraiment des petites remarques. Oui, non, non. Concernant la voie politique, alors l'idée qu'il n'y a pas d'homme censé. Donc l'homme et les citoyens doivent toujours coïncider. Même l'identification entre la philosophie pratique et la philosophie première, là, il s'agit plutôt des thèmes justement arabes. C'est-à-dire les thèmes falabiennes. Très précis. Donc, Alfonso Magneruta, un de ces derniers écrits, avait montré très bien que l'origine de la division des sciences à laquelle Dante se réfère est comme la division de la Farabi, mais aussi les thèmes du fait que nous pouvons développer notre intellect. Et cette façon de devenir des hommes en tant que citoyens, c'est vraiment un thème Farabi. Je voudrais simplement connaître votre opinion, je dois dire. Oui, disons. Plus de temps pour pouvoir aborder correctement les trois points. Mais, n'est-ce pas, moi, ce qui me paraît très important pour moi, ou qui était très important pour moi, c'est qu'effectivement, cet auteur a, à partir de sa propre expérience de la pensée, énoncer un certain nombre de thèses qui, d'un côté, vont vers l'avenir, et d'un autre côté, et c'est cela qui me paraît important, c'est à partir de sa propre expérience de pensée. C'est vrai que le fait que nous n'avons pas un désir naturel de connaître Dieu, n'est-ce pas, le début du commentaire des sentences de Scott le montre bien, mais pour des raisons théologiques. Tandis que Dante, et c'est ça qui m'a toujours fasciné, Dante se réfère précisément au fait que la plupart des hommes ne peuvent pas réaliser ce que le début de la métaphysique semble promettre, où il faut préciser dans quelle mesure cela est possible. Alors,
le fait que, tu dis c'est contradictoire, n'est-ce pas, le fait qu'il y ait des tensions, à mon avis, n'est-ce pas, c'est encore un bel exemple de notre finitude humaine, et je crois que... Merci. Didier? Oui, vas-y. D'accord. Merci aussi, merci beaucoup pour cette intervention. Alors du coup, ma remarque va être remodifiée par rapport à la précédente, parce que, alors d'une part, je suis d'accord pour les idées farabiennes, effectivement, parce qu'il y a vraiment, je pense, une ambiance farabienne, mais maintenant, une connaissance directe, tout le problème est là, je pense que c'est assez douteux, je pense que c'est plus une ambiance de pensée. Et d'où mon intérêt pour le fait que c'est vraiment quelqu'un qui vit la philosophie. Alors ça, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément, parce que je pense que Dante, on a pu dire qu'il n'était pas philosophe de formation, ce n'est pas un universitaire, tout ça. Bien sûr, je crois que c'est un vrai philosophe au sens où il n'a peut-être pas très bien compris la doctrine dans les commentaires universitaires, mais il a vécu la philosophie, et c'est ça qui, effectivement, ressort dans le fait qu'il utilise le terme de raison. Et ce qui m'intéresse, c'est la raison, et que les trois définitions d'Aristote, doué de raison politique et doué du langage, fusionnent, mais comme des modes de vie. C'est-à-dire que la politique, c'est pas juste citoyen, c'est la vie de la communauté, c'est l'animal compagnon. La langue, c'est le parler vulgaire, c'est la pratique de la langue. Et la raison, c'est la raison qui fonctionne dans un corps. Je pense que la biologie, c'est mon centre d'intérêt, comme vous savez, je pense que sa confrontation avec les médecins, c'est le vivant, ce vivant contradictoire, etc. C'est ça qui lui donne peut-être sa lecture originale, qui fait que, voilà, c'est pas un aristotélicien classique, c'est pas un avéroliste, c'est pas un thomiste, c'est un philosophe vivant, je pense. Oui. Ce que vous dites rejoint tout à fait une de mes préoccupations. N'est-ce pas? Effectivement, il y a une combinaison extrêmement étonnante entre ce que tu appelles vivre la philosophie et l'usage des textes, n'est-ce pas? Et c'est cet usage très libre et étonnant qui donne naissance à des idées que les universitaires n'ont pas eues ou n'ont pas développées de cette façon-là, je crois. Merci beaucoup pour cette conférence vraiment lumineuse, et j'en redemande. Je voudrais savoir comment vous interprétez, à la lumière de ce que vous avez dit, de tous les textes que vous avez invoqués, le chant d'Ulysse. Parce que dans le chant d'Ulysse, on retrouve évidemment cette dichotomie entre les devoirs, on va dire, familiaux, individuels, qui sont exprimés dans le De Officiis de Cicéron, né dolcezza di padre, etc., ni l'amour paternel, ni l'amour conjugal, ni l'amour filial ne m'ont incité à retourner à Ithaque, j'ai eu la volonté, j'ai été poussé par le désir de connaître il vit umani e il valore. Vincere poter detto di me l'ardor qui est di conoscere i vizi umani e il valore. Donc là, il y a la vocation justement universelle, au service du genre humain, et au service, à la découverte des autres civilisations, des autres incarnations, si on peut dire, de la raison humaine, et au fond, les devoirs, comme je disais, de piété familiale. Donc comment vous... Bon. Un grand spécialiste maintenant de la question, et il pourra évidemment compléter, corriger ce que je dis. Moi, j'ai toujours... j'ai eu des débats extrêmement, parfois un peu violents avec mon avis Kurt Flasch sur le sujet, parce que je ne suis pas d'accord avec l'interprétation de ceux qui disent, au fond, que Ulysse est en enfer, non pas à cause de ce désir de savoir, mais parce qu'il a trompé. Je crois que j'avais essayé, mais
je suis en train de lire le livre de M. Parier, je voudrais faire un compte-rendu. Je pense que je devrais réviser ma vision, mais j'avais toujours pensé, une des raisons précisément pourquoi c'est quand même aussi une certaine faute, ce désir illimité, c'est parce que précisément il est illimité, n'est-ce pas? Et d'où l'importance de ce que j'ai essayé de développer, de la reconnaissance de la finitude de l'intellect humain. Et puis l'autre point que j'avais voulu un peu développer, mais il faudra approfondir, c'est que précisément il faudrait le comparer avec Salomon, qui lui a aussi un savoir pratique précisément, tandis que celui vers lequel tend Ulysse n'a pas cette dimension sociale. Mais peut-être vous voulez tout de suite ajouter quelque chose, M. Poirier. Jean-Louis Poirier, vous anticipez votre propre parole. Si on peut dire, non, je voudrais d'abord vous remercier pour votre conférence et préciser que tout ce que j'ai entendu, que ce soit votre très belle démonstration ou la question qui vient d'être posée, m'incite pour ma part à une extrême modestie. C'est-à-dire, je crois que la question posée est en fait extrêmement compliquée. Parce que, alors on pourrait dire, mais je n'ai plus à la mode en philosophie de nos jours d'expliquer les contradictions d'un philosophe, mais il est très difficile d'aboutir, je ne dis pas à une interprétation, je n'aime pas ce mot, mais à une lecture cohérente si on rapporte le discours d'Ulysse dans Chant 26, ou ce qui est dit du désir de savoir dans le banquet. J'avoue que des fois, je me rangerais volontiers à la lecture que je crois fausse, qui est généralement avancée à propos du désir d'Ulysse, expliquant qu'il voulait tromper ses compagnons en leur faisant miroiter la connaissance de peuple, de pays. Je crois que ça manque l'essentiel, mais ça a l'avantage de supprimer les contradictions. Les tensions. Voilà. Et je profite d'avoir la parole pour poser à mon tour une question, parce que une chose m'a vraiment intéressé. Alors, vous avez, je crois, ouvert la piste, et peut-être l'objet de votre conférence ne vous a pas amené à l'approfondir autant que j'aurais voulu, mais c'est cet adjectif graciosus. Je m'interroge sur son sens par rapport à l'idée de nature. Cette lumière n'est pas une lumière naturelle. Et ça, je crois que c'est tout à fait dantesque. Je crois que la lumière de la raison, on pourrait, alors là j'invente, mais on pourrait montrer que la raison dont dispose Ulysse est certes une raison naturelle au sens, disons, aristotélicien ou moderne du terme, mais il lui manque cet élément de grâce qui fait qu'il a quelque chose d'efficace. Alors, je pense que... Donc, d'abord, je suis entièrement d'accord avec vous. Parfois, c'est déjà un grand progrès quand nous voyons les tensions qu'il y a dans les œuvres des auteurs. Et chez Dante, c'est clair. Maintenant, pour le Graciosus, il est certain que cette lumière de la raison est un don divin. Mais pour moi, il est assez essentiel ou assez important de distinguer ce graciosus lumen rationis de ce qui est de l'ordre de la foi. Oui, bien sûr, c'est la difficulté. C'est la difficulté et l'intérêt en même temps, n'est-ce pas? Parce que tout ce que j'ai essayé de montrer, c'est des choses, pour parler en thomiste, n'est-ce pas, c'est des choses qui sont de la raison naturelle, n'est-ce pas, ne font pas intervenir la foi. Et c'est pour ça que j'ai critiqué la traduction, d'ailleurs celle de Mengaldo aussi est fausse, de vouloir introduire, en ne prenant pas les précautions qu'il faut,
le Dieu là-dedans, n'est-ce pas? Parce que c'est autre chose que la grâce de la foi, n'est-ce pas? C'est une grâce, mais c'est une grâce, j'allais le dire, n'est-ce pas, qui est donnée à tous les hommes, n'est-ce pas? J'ajouterais, parce que je vais tout à fait dans votre sens, c'est une grâce qui est donnée à tous les hommes en tant qu'ils sont appelés à l'Empire. C'est une grâce curiale, oui. Parce que c'est au sein d'une explicitation de ce que c'est qu'une curie, oui. Et je dirais de l'incurie de l'Italie que vient à émerger cette grâce-là. C'est pourquoi moi je verrais une traduction honnête par le mot généreux, ou généreuse, oui, c'est lumière ça, généreuse. C'est ça. Il y a du don, mais c'est un don d'une nature débordante, oui. Bien plutôt qu'un don de grâce. Voilà comment de grâce au sens théologique, voilà, étroit du transcendant. C'est ça qu'il faut éviter. Voilà, une nature dispensatrice et qui appartient justement au régime des causes. Oui. Alors, je crois que comment nous avons traduit avec Madame, je crois gracieuse, avec Madame Katache. Mais effectivement, je ne sais plus comment je l'ai traduit en allemand. Ça ne me vient pas. Bon. Bon. Le gracieux don du repos. Le gracieux don du repos, je vais peut-être vous le concéder à regret, parce qu'il y a déjà un peu de mélancolie à voir s'achever cette première séance. Alors je vais vous le concéder en ajoutant deux choses. Tout d'abord, j'invite tout le monde, votre présence si nombreuse nous encourage à continuer avec la même ferveur. Je vous invite donc dans la salle des actes de Paris 4, le 15 juin de cette année, 15 juin. Ce sera donc notre deuxième rencontre autour du livre qui vient de paraître de Jean-Louis Poirier et qui porte précisément sur la nature de la transgression d'Ulysse. Mais aujourd'hui, à cette occasion, vous ne parlerez pas, enfin aujourd'hui le 15 juin, je peux dire, vous ne parlerez pas de vos thèses, peut-être vous y ajouterez quelques poivres pour que la pensée se réveille au plus loin, mais vous parlerez d'un autre point presque intolérable de douceur dont vous avez parlé vous-même, Animal Grazioso, le chant 5 de l'enfer. Donc tout le monde est requis pour le 15 juin en l'honneur de Francesca. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, tout le monde est invité à dîner maintenant au Bouillon Racine. Je ne sais pas quelle heure il est, donc il faudrait que je vérifie. 35. Il est 35, peut-être à 8 heures. Alors, je dois préciser que nos moyens sont évidemment limités. Il y aura, si vous venez dîner, une contribution de chaque participant, parce que telle est la situation de notre société. J'annonce que pour le bureau, le même jour, le 15 juin, mais cette fois-ci à 16h, et non pas en salle des actes, dans une salle qui va être encore déterminée. C'est la salle de lecture de l'UFR. La salle de lecture, donc je vais faire bien sûr une lettre à 16h30. Notre bureau se tiendra pour envisager les travaux de la rentrée. Évidemment, on est déjà presque essoufflé parce qu'on aura eu 2 séances, une tension et avec des œuvres qui soutiennent ces travaux. Merveilleusement, il faut donc continuer de ce bon pas. J'ajoute aussi que je suis en train d'organiser un week-end dantesque. Je l'annonce par avance pour vous distraire. Très vraisemblablement, si je peux aller jusque là où je veux aller, ça se fera à Fécamp, en hommage à l'abbaye de Fécamp. Car il y a là des trésors de savoir qui ont été accumulés, et puis il y a un océan maritime qui appelle son Ulysse. Donc il va y avoir, je pense au moment des vraies tempêtes, c'est-à-dire en novembre, un week-end maritime de la Société dantesque à Fécamp, et dont j'ai déjà construit les prémices administratives et techniques.
Voilà les projets d'El qui brille. Je voulais remercier Enzo Pirro qui a donc pris l'initiative de filmer nos débats. Je ne sais pas si ça sera très joli à voir, mais ce sont nos témoignages. Je remercie aussi bien sûr Christophe Libaud dont la responsabilité est de faire une revue avec les pièces de nos débats. Donc il y aura une mémoire en vidéo et puis une attestation imprimée. Ce sont toutes des charges absolument qui dépassent au fond nos capacités, mais la contradiction, que vous l'avez expliqué, étant constitutive de notre temporalité humaine, nous l'assumons avec joie. Merci et au 15 juin, je compte vraiment sur vous. C'était fondateur, c'était d'abord admirable.